Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Je pense que tu vas pouvoir attaquer. Okay. Ah, il est trop. Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. J'ai le plaisir de vous avoir donc, avec moi autour de ce webinaire autour de la performance économique IT et de ses enjeux et de ses orientations pour demain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Nathalie Tigné, donc, directrice de la performance économique IT au sein du cabinet Rattray du Conseil. Et j'ai mené une enquête en fin d'année dernière autour des grandes orientations et des tendances de la performance économique IT de demain. Et c'est dans le cadre de ce webinaire que je souhaite pouvoir vous partager l'intégralité de ces éléments et vous restituer ce qui en est ressorti. On est parti pour un webinaire d'environ 1h, 1h30, qui va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, en fait, autour de la restitution des résultats de cette enquête. Et puis un deuxième temps avec une table ronde où on va faire intervenir donc 3 experts du cabinet. Tu projettes ou pas? Que je vais vous... Enfin, vous allez le voir dans le flyer, mais que je vous projette... J'ai un souci avec... Je m'en occupe? Non, parce que j'y suis normalement. Pendant que Nathalie partage retrouve sa présentation, juste quelques éléments. Les micros vont être coupés pendant la prise de parole, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions au fil de l'eau et n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser. Ouais, je te redonne la parole. Alors oui, comme je l'évoquais, donc la première partie de ce webinaire donc, autour de la restitution des résultats de l'enquête. Et puis, donc, dans un second temps, une session de table ronde avec 3 des experts du cabinet sur des problématiques opérationnelles et avec des adhérences avec la performance économique IT. Donc, la première intervention en mode question-réponse qui aura lieu donc, avec Julien Catherine, donc, ici présent, consultant senior architecte et en charge de la gestion de la dette technique. Dans un second temps, donc l'intervention avec Jean-Baptiste Piccirillo, manager de la transformation data, donc autour des problématiques de la data et la data vise. Et enfin, Séverin Legras, directeur agilité, projet et produits, qui interviendra, lui, sur une nouvelle approche et des réflexions autour d'une allocation un peu différente des budgets pour demain. À l'origine, nous avions prévu de pouvoir vous partager un retour d'expérience client autour de Phinops avec l'un de nos clients, donc d'une grande banque française, qui avait prévu de nous partager le contexte de déploiement de Phinops, les réflexions qui ont été les leurs et le déploiement dans une des entités du groupe. Malheureusement, pour des raisons de contexte sanitaire et de Covid, il vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas être présent ce matin et j'en suis également navrée. Pour autant, on a un certain nombre de sujets et de problématiques à regarder ensemble
Comme l'évoquait Sana, je vous invite donc à intervenir librement dans le chat donc pendant la présentation autour de la restitution de l'enquête, et puis et surtout pendant chacune des tables rondes qui aura lieu avec chacun de nos experts, de sorte à ce que vous puissiez poser vos questions et que l'on puisse les relayer en séance. De prime abord, avant de commencer dans le vif du sujet avec la restitution de l'enquête, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire et où, avec quoi vous voulez ressortir. Donc, je vous laisse un petit temps pour pouvoir me partager vos idées, vos réflexions et vos attentes. Et puis ensuite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez ouvrir les micros si vous avez envie d'en parler à l'oral. Côté de la tête. Réponse dans le chat. D'accord. Donc, concernant la restitution de l'enquête que j'ai menée l'année dernière, pour ceux qui me connaissent et puis pour d'autres qui ne me connaissent pas, je vous donne quelques éclairages. J'ai passé, avant d'arriver chez Rhapsody, 20 ans de l'autre côté de la barrière, et à mon arrivée, l'idée c'était de pouvoir sentir, pressentir et anticiper les grandes tendances et les grandes orientations de la performance économique IT de demain. Donc l'idée était pour moi de mener une enquête auprès de nos clients. Ce que j'ai fait donc autour d'une enquête avec un questionnaire en réponse en ligne et puis des entretiens qualitatifs que j'ai menés en one-to-one avec un certain nombre de nos clients du cabinet. L'idée étant de pouvoir récupérer un maximum d'informations à la fois quantitatives et qualitatives et de pouvoir asseoir le positionnement de l'expertise qui est la mienne depuis mon arrivée au sein du cabinet. En termes de résultats, donc on a eu 54 réponses en ligne et donc une vingtaine d'entretiens qualitatifs.
L'enquête en termes de cible, elle était destinée donc à la fois à des DAF et à la fois à des DSI. L'idée pour moi était de pouvoir adresser donc ces deux populations parce que la performance économique IT est à la frontière de deux mondes, avec une DSI qui est très complexe et qui n'est pas un métier de financier classique, et à la fois des directeurs financiers et des responsables de contrôle de gestion pour avoir un panel suffisamment large et représentatif par rapport à l'expertise qui est la mienne. Les thèmes qu'on a évoqués, qu'on a cherché à regarder dans le cadre de ce questionnaire, c'était à la fois l'écosystème de la performance économique IT, l'impact ou non de la crise sanitaire, les objectifs que l'on pouvait attendre de la performance économique IT et puis ses enjeux pour demain. En synthèse, ce qui est sorti, c'est qu'en fait, la performance économique IT est quelque part en effet miroir par rapport à la DSI, une DSI qui se transforme, et une performance économique IT qui doit s'adapter à ces nouveaux modèles et qui doit être un vecteur de transformation au niveau de la DSI. 5 points principaux sont sortis de cette enquête, donc, que vous voyez là à l'écran. Et ce que je vous propose, c'est que l'on puisse les regarder un par un et voir de façon un peu plus détaillée ce qui a pu être mis en valeur. Le premier point donc, qui porte sur la stratégie et la culture IT orientée business. Je l'évoquais, donc on a des DSI donc, en transformation qui, à l'origine, étaient plutôt considérés comme des centres de coûts, qui progressivement sont en train de migrer vers des centres de services et qui, à terme, aspirent, en tout cas pour bon nombre d'entre elles, même si elles ne sont pas encore à l'objectif, à vouloir être un centre d'innovation et à être orienté davantage business et client. Et donc, la performance IT, dans tout ça, elle est là pour orienter et influencer le futur. Et donc, comme je l'évoquais, pour accompagner les DSI à s'adapter à cette orientation de business et front office. Typiquement, dans le secteur de la distribution, la DSI est devenue de plus en plus une vitrine du business et parfois en lieu et place du marketing. Donc, ça change la donne aussi dans leur mode de fonctionnement, dans leurs ambitions et dans les objectifs qui sont les leurs à tenir pour demain. Autre point, éclairer donc, et accompagner les DSI dans des orientations de choix stratégiques. Bon, je prendrai l'exemple qui a été souvent, mis en exergue par les clients que j'ai été amenée à solliciter, c'est l'exemple du Move to Cloud. Et dans le Move to Cloud, il y a des enjeux donc, qui sont des enjeux particulièrement opérationnels, stratégiques aussi, mais des enjeux qui sont des enjeux financiers, et notamment dans la migration vers le cloud, du CAPEX qui, progressivement, par construction et parce que le modèle du cloud veut ça, s'oriente vers un OPEX qui va en croissant et des CAPEX en décroissant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avec la performance économique IT, anticiper d'un point de vue financier l'impact de ces orientations stratégiques et de pouvoir éclairer les choix suffisamment en phase amont pour les DSI. Et enfin, donc, promouvoir la culture de la rentabilité et la culture donc, du cash, se benchmarker avec l'extérieur. Donc voilà, pour un certain nombre d'enjeux où on attend la performance économique IT pour être un partenaire dans les décisions et choix stratégiques. Le deuxième axe qui a été mis en lumière, c'est la notion de création de valeur, dont on en entend beaucoup parler ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la performance économique IT? Souvent, on assimile la performance économique à du contrôle de gestion, à des missions régaliennes, et qui sont certes le socle de la performance économique, donc avec effectivement le respect des règles de gestion, des règles fiscales, comptables. Et pour autant, demain, indépendamment de ces missions régaliennes qui restent et qui subsisteront, l'idée, c'est de pouvoir créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est-à-dire donner du sens aux chiffres. Et pour donner du sens aux chiffres, ce qui est ressorti de l'enquête, c'est qu'effectivement, il faut avoir des données qui soient de plus en plus fiables, incontestables, pour ensuite pouvoir laisser à la performance économique IT et potentiellement à des contrôleurs de gestion IT dans les DSI la possibilité de pouvoir créer de la valeur
se consacrer sur les analyses et de ne pas perdre du temps avec Excel, qui est le meilleur ami du contrôleur de gestion, du financier, qui a eu ces belles années et qui en aura encore probablement. Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'automatiser demain un certain nombre de reporting et de mettre en place des cockpits de pilotage qui permettront à la performance économique IT de pouvoir se concentrer sur le fait de donner du sens aux chiffres et d'apporter de la valeur à la DSI et au business. Le pendant de tout ça, une fois qu'on s'oriente vers une automatisation et des cockpits de pilotage de plus en plus fiables et pertinents, ça suppose aussi de pouvoir créer de la valeur, mais en faisant monter en compétence les équipes. C'est un sujet qui est remonté, qui est beaucoup remonté chez les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion notamment, avec pour eux l'ambition de pouvoir faire monter en compétence à la fois leurs juniors, qui eux sont très bons sur la partie automatisation et cockpit de pilotage, mais qui pour autant sont peut-être un peu plus secs d'un point de vue contrôle de cohérence, rebouclage et fiabilisation des forecasts, et à l'inverse, des profils un peu plus seniors qui, eux, manquent peut-être de maîtrise d'outils informatiques et qui, pour autant, ont un certain nombre de réflexes assez efficaces d'un point de vue gestion et performance économique IT. Donc voilà, la création de valeur demain, c'est des outils et des personnes que l'on fait monter en compétences sur un certain nombre de sujets financiers et économiques. Le troisième point qui a été mis en évidence, c'est le fait d'introduire de l'agilité dans l'allocation des budgets. On aura l'occasion d'évoquer ce point-là avec Séverin dans le cadre de la table ronde tout à l'heure, mais l'idée, c'est de pouvoir maximiser la valeur de chaque euro investi. Et l'enjeu de la performance économique IT de demain, c'est celui-ci. C'est s'assurer du fait que chaque euro investi, sert pour le business, pour la DSI, et à la fois a du sens. Typiquement, on est parti du constat, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait depuis assez longtemps, on a un vrai sujet autour du fait d'allouer en début d'année 100% des budgets, ce qui laisse aux responsables de DSI peu de marge de manœuvre pour pouvoir interagir et pour pouvoir faire des arbitrages en cours d'année, et qui nécessite de pouvoir repenser demain un peu le modèle et de se dire qu'on peut se laisser la possibilité, et on doit se laisser la possibilité de pouvoir arbitrer sur un certain nombre de sujets et de projets. Et alors, arbitrer comment? Arbitrer par la valeur. On le verra un petit peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Et puis aussi, sanctuariser des budgets, c'est-à-dire pérenniser l'avenir et prévoir dans les budgets typiquement des pourcentages de budget autour de la dette technique et pouvoir rester maître de son destin dans le temps. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui ont été mis en lumière, associés avec le fait d'engager des dépenses sur le juste nécessaire. Quatrième point, donc opération et performance économique. Souvent, on a considéré les opérations d'un côté et puis la finance de l'autre, de façon un peu en mode silo. Demain, ce principe-là et cette vision-là, elle va s'amoindrir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la performance économique demain doit pouvoir être en capacité d'adresser d'abord des sujets opérationnels et de pouvoir les éclairer avec un prisme financier. Donc, la synergie des deux mondes de demain, je pense qu'elle est la clé de la réussite d'un DSI pour à la fois tenir ses budgets et en même temps pouvoir avoir une DSI qui remplit ses missions de service client, de satisfaction client de façon la plus efficiente possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la performance économique IT au service des enjeux opérationnels. Derrière tout ça, bien évidemment, on évoquera FinOps, qui est la meilleure représentation de la synergie des deux mondes, avec des personnes qui ont des profils et puis des sujets où il faut pouvoir avoir à la fois une appétence financière forte et en même temps une compréhension de l'écosystème IT suffisante pour pouvoir comprendre les enjeux, les problématiques et les mettre sous contrôle.
D'autres sujets liés aux opérations, donc sur toute la partie problématique de décommissionnement, maîtrise de la dette technique, là encore, c'est la synergie entre les opérations et puis comment on est susceptible de pouvoir mesurer les coûts et les adresser et les piloter avec la performance économique qui est probablement la meilleure clé de réussite pour demain. On évoquera ce point-là notamment avec Julien tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. Derrière cette idée, comme on l'évoquait sur la partie création de valeur, demain, il faut pouvoir privilégier des profils hybrides. Les profils hybrides, ce sont à la fois peut-être des ingénieurs qui ont une très bonne maîtrise de l'écosystème IT et qui ont une appétence financière, et aussi, demain, des personnes qui ont un profil peut-être un petit peu plus financier, mais qui sont en capacité, qui ont une curiosité forte sur la partie compréhension de l'écosystème IT. L'idée étant de pouvoir adresser ces deux sujets et en étroite synergie pour les opérations et puis pour la partie finance. Enfin, le dernier point, c'est de faire en sorte qu'on soit en capacité demain de pouvoir innover et être force de proposition. On l'évoquait, donc la DSI est en pleine mutation. Les modèles changent, on parle d'operating model, on parle de value stream. Dans tout ça, il y a un système de pilotage, il y a un suivi des coûts. Donc, il faut que la performance économique IT soit en capacité de pouvoir s'adapter, adapter donc à la fois son modèle de coût et favoriser l'émergence de modèles de coût peut-être un peu hybrides et novateurs, et à la fois ces modèles de refacturation, et d'être en capacité de pouvoir aligner son modèle de refacturation à sa stratégie et à ses enjeux IT. À titre d'exemple, on était sur des modèles où on avait une DSI centrale avec des DSI d'entités en mode local, avec une DSI centrale qui refacturait ses coûts aux entités. Demain, on est probablement en train de migrer vers une gestion un peu plus globale. Donc, la mise en place dans un certain nombre d'organisations et de structures de modèles en cost-sharing qui ont des principes un peu différents, dans le sens où, plutôt que de refacturer du central vers du local, on est amené à dire chacun met dans un pot commun un certain nombre de coûts, et ensuite, moyennant des clés de répartition pour lesquelles on va éviter de passer des heures carrées à construire des budgets et à devoir justifier un certain nombre d'écarts, on globalise toutes ces dépenses et on décide de clés d'allocation plutôt relativement simples pour pouvoir ensuite refacturer ces coûts à l'intégralité des entités au sein d'un même groupe. Voilà un peu des problématiques qui se sont posées, des pistes qui ont été évoquées, et puis bien évidemment des modèles de coûts qui demain vont devoir bouger, s'adapter. La méthode ABC a eu de belles années, elle en aura encore peut-être, mais demain il faut peut-être pouvoir ajuster un peu les lignes, proposer des méthodes ABC simplifiées, et puis s'adapter au modèle opérationnel de demain. Voilà, en synthèse et en substance, et j'aime beaucoup cette citation qui est très représentative de ce que j'ai pu vous évoquer jusque-là, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et donc, la performance économique IT, ça n'est ni plus ni moins que le meilleur partenaire du DSI et qui l'aide aussi à s'orienter dans les meilleures conditions par vents et marées. Voilà. Vous avez des questions par rapport à cette restitution des thématiques de performance économique IT de demain? Alors, je ne vois pas le chat. Tu peux arrêter Voilà. là. Il y a des questions qui arrivent.
Fabien qui dit pas de questions, mais je J'ai vu. me retrouve bien dans. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer par la table ronde et puis par l'intervention donc, de Julien sur la maîtrise de la dette technique et puis les adhérences aussi avec la performance économique IT. Julien, je peux peut-être te laisser te présenter et puis ensuite on laissera les questions venir au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas également dans le cadre de ce webinaire à intervenir de façon assez spontanée et on relèvera les questions à Julien. Bonjour, je m'appelle Julien Catelin, je suis architecte fonctionnel et je travaille depuis 7 ans sur des problématiques en lien avec la dette. Donc, tout d'abord, quand on parle de dette, souvent de dette technique, selon les contextes, on se rend compte que la définition n'est pas la même. Alors nous, on est arrivé à un consensus, c'est que la dette technique, c'est une perte de valeur pour l'entreprise, c'est causé par une absence d'entretien de son IT et ça se traduit par un écart constaté avec les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Donc concrètement, quand on parle de dette, souvent on pense à l'obsolescence, typiquement le fait de ne pas suivre les mises à jour, d'avoir des composants type les antivirus qui ne sont pas à jour, d'avoir trop de versions ou des versions qui ne sont pas supportées par l'éditeur sur les composants techniques. Mais pas en fait, l'obsolescence est une cause de la dette. Ce n'est pas la dette à proprement parler, il y a d'autres sujets. Donc, par exemple, la non-conformité, typiquement on pense aux réglementaires, typiquement avec les RGPD. Il y a aussi tout ce qui est licensing. C'est quelque chose qu'on retrouve tout particulièrement dans les environnements de marketing digital. On a des licences, par exemple, au nom de lead, au nom de prospect. Et selon le niveau d'acquisition qu'on a, on peut dépasser la limite qu'on a au niveau de notre licence. Et donc, s'exposer une pénalité éditeur. On a la non-qualité des solutions, donc, par exemple les redondances applicatives, le fait de ne pas respecter les principes d'architecture. Typiquement, par exemple, si on est sur des principes qui prônent l'usage de référentiels et que l'on crée des silos de données de manière locale, on va créer des complexités auxquelles on devra répondre par la suite par des coups de run marketing. On va voir aussi au niveau de la qualité des données, l'absence de gouvernance. Donc, typiquement, quand on a des silos avec différents canaux d'acquisition, on peut se retrouver avec une personne possédant 2 adresses différentes selon les applications. Et en tout dernier, on a la partie organisation et process, donc des process inadaptés, une organisation qui ne les supporte pas assez bien, mais aussi des questions de compétences. Donc, la question de compétences, on la retrouve notamment au niveau des vieux langages. Typiquement, chercher un développeur COBOL lorsqu'on est sur du legacy bancaire. Excuse-moi, Julien, ta caméra est figée, je ne sais pas pourquoi. C'est juste le son est fluctuant. Et le son est fluctuant visiblement. Donc, on rapproche le Jabra. Ouais. Voilà, la Jabra. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous nous entendez mieux? Je ne sais pas, on entend. Ça a l'air un peu plus clair, oui. On n'entend pas l'intervenant, là, il faut qu'il parle pour qu'on puisse vous dire. Est-ce que c'est mieux là? Bah, allez-y, on vous dira. Donc, en tout cas, ce qui est important par rapport à la dette, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une solution peut ne pas être en état de dette, apporter pleinement satisfaction, et suite à une évolution du contexte, donc, par exemple des nouvelles technologies apparaissant, des nouveaux usages, se retrouver en situation de dette. Ensuite, Alors, pourquoi se préoccuper de la dette, Julien? alors, quand on parle de dette, il y a des impacts derrière. Le premier auquel on pense, c'est bien évidemment l'aspect financier. Donc, ça va se traduire par des coûts au niveau du run ou sous forme de TP. Par exemple, le fait d'acheter des licences supplémentaires, le fait d'avoir des actions de maintenance récurrentes sur une application ou un serveur, des infrastructures continuant de tourner alors qu'on veut décommissionner une application. On va le retrouver aussi au niveau, sur la partie ETP, sur les pertes de productivité. Typiquement, le fait de faire de la ressaisie de données dans différentes applications ou de la reprise manuelle, donc les tickets qu'on va retrouver au niveau des équipes de production. Après, on a des risques financiers qui sont qui ne sont pas directs au niveau du budget de la DSI, mais qui vont se traduire au niveau de l'entreprise. Donc, par exemple, les indisponibilités de services qui vont se traduire par une perte de chiffre d'affaires, les pénalités réglementaires, je pense à la RGPD, les pénalités éditeurs,
en cas de non-respect des licences. On va avoir tous les coûts qui vont être liés à la sécurité IT, les pertes de données, les vols de données, le rançonnage. Donc, le rançonnage, on l'a bien retrouvé autour de la période Covid, avec les attaques type ransomware, notamment au niveau des hôpitaux et des mairies. Pour pouvoir accéder de nouveau à ces données, les entreprises n'avaient pas d'autre choix que de payer les agresseurs. On a les attaques par délit de service qui peuvent causer une perte de chiffre d'affaires suite à l'indisponibilité d'un portail et bien entendu l'atteinte à l'image. Est-ce que tu as d'autres coûts, parce que tu as évoqué pas mal de coûts financiers, de coûts liés aux pénalités, est-ce qu'il y a d'autres coûts liés à la non-maîtrise de la technique? Alors, oui. Typiquement, on va avoir des coûts de la qualité perçue. Donc, ça peut être l'expérience client. On a tous connu le cas où, par exemple, on commence à remplir un formulaire sur un site d'e-commerce, on fait tout le parcours et suite à un bug au niveau du site, on se retrouve à devoir retaper toutes nos informations. D'un point de vue expérience client, c'est désastreux. On a aussi l'expérience au niveau des membres de la DSI. Donc, typiquement, un développeur qui travaille chaque jour sur des tickets en lien avec la même application et au même problème, va se lasser. Et c'est un exemple qui est assez concret. Typiquement, c'est ce qu'a vécu Viadeo dans les années autour de 2015, où, en fait, suite à un énorme poids de la dette au niveau de ses équipes, une grande partie de la DSI a posé sa démission sur une période relativement courte, ce qui a entraîné un gel complet des évolutions. On a aussi tout ce qui est manque d'évolutivité. Donc, quand on a un SI avec beaucoup d'applications legacy, des vieilles technologies et des verrous empilés sur les différentes applications, on va se retrouver en fait devant une grande complexité pour faire évoluer ces applications. Donc là, j'ai vécu ce contexte dans le cadre d'une mission précédente où le référentiel client, qui était une superposition de verrues, a été confronté au fait que rajouter la nouvelle verrue supplémentaire coûtait plus cher que de remplacer l'intégralité du référentiel client par une nouvelle solution. Et bien entendu, lorsqu'on est actuellement, on a beaucoup de sujets au niveau de l'agilité, donc le fait de pouvoir accélérer le delivery au niveau des solutions. Si on est sur un SI qui a été mal conçu et qui empile des dysfonctionnements au niveau de ces différentes applications, vouloir aller vite devient beaucoup plus compliqué. Et Julien, enfin, je sais que tu en as et je les partage. Est-ce que tu as des convictions que tu voudrais pouvoir nous partager par rapport à la maîtrise de la dette technique? Qu'est-ce que ça présuppose? Si tu veux bien nous en faire part. Alors, tout d'abord, la dette, on la connaît en général au niveau de l'entreprise. Typiquement, les développeurs savent quand ils vont créer de la dette. Les chefs de projet savent aussi, lorsqu'ils vont devoir faire des arbitrages pour des raisons de coût délai, qu'ils vont créer de la dette. Les équipes de production savent qu'il y a de la dette. Les métiers savent quand ils ont des process qui ne sont pas optimisés, l'obsolescence est connue. Tout ce qu'il faut faire, c'est être capable de synthétiser ces différentes connaissances de la dette. Ensuite, ce qui est important lorsqu'on capte la dette, c'est de responsabiliser les responsables côté métier et les responsables du domaine applicatif côté DSI par rapport à ce périmètre. Donc, être capable, pour chacun des périmètres, d'évaluer les coûts qui sont liés à la dette pour ces périmètres. Donc là, c'est un enjeu qui est assez difficile au niveau de l'entreprise. Ça demande beaucoup de conduite du changement. Le but n'est pas de voir la dette comme des mauvais points à bonnet d'âne, mais simplement comme un constat froid et clinique. Typiquement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette. On peut choisir d'assumer certaines dettes, typiquement sur des vieux applicatifs, type du mainframe, car ils répondent aux besoins. Il n'est pas question de les remplacer immédiatement, mais on sait que les évolutions vont coûter plus cher, qu'ils vont être sujets à des actions de maintenance supplémentaires. Dans un troisième temps, on va avoir tout ce qui va être la question d'arbitrage. Donc ça, c'est un point qu'on a mis en place dans une mission précédente dans le contexte de l'assurance, où à chaque fois qu'un projet côté DSI entraînait une création de la dette, on avait une obligation de proposer un scénario d'arbitrage et d'acter ce scénario d'un point de vue budgétaire. Donc pour ça, on a mis en place la sanctuarisation d'une part du budget de la DSI, qui ne sera pas arbitré d'année en année pour répondre à des projets immédiats. Tout projet Quick Win doit s'associer à un projet ensuite visant à l'industrialiser et à reprendre, entre guillemets, les mauvaises conceptions
pour rendre le développement pérenne. Et en dernier lieu, la sanctuarisation de la démarche. Donc la dette, ce n'est pas une démarche, un problème auquel on s'attaque pendant une année ou deux, c'est quelque chose que l'on va traiter tout au long du cycle de vie de la DSI. Car le moment où la dette va devenir un problème sera le moment où elle sera trop importante pour être traitée et où elle va nécessiter de geler la capacité de projet de la DSI, ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue métier. Donc, mieux vaut agir un peu chaque année, le faire dans la durée et ne pas se retrouver à devoir tout bloquer pour pouvoir la traiter. Merci beaucoup, Julien. Je pense que vous l'aurez vu en termes de passerelle avec la performance économique IT. Donc, il y a des sujets sur le fait de pouvoir mesurer le coût de la dette technique et en étroite collaboration avec des experts et architectes et des opérationnels, le pilotage et le suivi du plan de remédiation, et puis effectivement la problématique de sanctuariser la dette suffisamment en amont pour éviter de se retrouver typiquement dans leur scale du jour au lendemain à devoir changer un serveur sans l'avoir anticipé dans les budgets préalablement. Merci beaucoup. On a une petite question. On a une question donc de Béatrice Alvarez de Toledo qui dit « Avec le développement des logiciels en souscription, les CFO/DSI ont souvent un souci d'OPEX versus CAPEX. Est-ce réellement un point bloquant dans le traitement de l'obsolescence, la mise en conformité et le move to cloud? Y a-t-il eu des remontées de cette problématique lors de l'enquête ?» Donc, je suppose que vous allez avoir une réponse en 2 temps. Déjà, par rapport aux solutions en SaaS, type logiciel de souscription, ça permet de ne pas avoir à gérer l'obsolescence interne à la solution. Par contre, on a tous les problèmes d'interfaçage avec le reste du SI. Donc, typiquement, là, on va retrouver les questions de CEO de données, les questions de principe d'architecture, d'intégration. On peut aussi se retrouver dans des cas réglementaires. Donc, typiquement, par rapport à la RGPD, on peut avoir des éditeurs qui ont des serveurs contenant de la donnée personnelle qui ne sont pas en zone européenne. Alors, certes, ça va être le prestataire qui va s'exposer au risque. Pourtant, s'il y a un problème en termes d'image, ça va nécessairement retomber sur l'entreprise. Je pense que il ne faut pas considérer qu'une solution qui est vendue en SaaS va répondre à tous les problèmes. Et, moi, je l'ai vécu sur des contextes Amazon. Certes, on a des solutions qui sont utilisées par beaucoup d'entreprises. Pourtant, elles ne répondent pas forcément à tous les besoins. Et pour répondre au point sur y a-t-il eu des remontées de cette problématique lors de l'enquête, alors effectivement, chez un certain nombre de nos clients, ce sujet il a été soulevé, évoqué, il pose souci, parce que ça suppose aussi de bien comprendre toutes les normes, et notamment les normes internationales et FRS par rapport à ces problématiques-là. Voilà, donc il a été évoqué comme un point qui est à traiter, un point qui est à anticiper, et là encore, effectivement, il faut pouvoir avoir la finance et la DSI suffisamment en interaction pour pouvoir anticiper dans les budgets les impacts en termes d'OPEX, de CAPEX et l'application aussi correcte des règles et des normes. C'est ça le point qui a été remonté dans le cadre de l'enquête chez un certain nombre de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Autrement, on va avancer. Jean-Baptiste est arrivé. Oui. Bonjour. Ouais. Jean-Baptiste, Est-ce que tu peux mettre ta caméra ? Oui. Yes. Bonjour à tous. Jean-Baptiste, tu tombes à point nommé. On vient de finir avec Julien. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi évoquer avec toi donc, le sujet autour de la data. Je vais te laisser peut-être te présenter brièvement et puis ensuite, on aura l'occasion d'échanger. Ouais, du coup, donc moi, je suis Jean-Baptiste Picirillo. Je suis Tu m'entends ? Oui. Oui. Ouais, ok. Pardon. Donc, Jean-Baptiste Picirillo. Donc, moi, au sein de Rhapsody Conseil, je suis manager transformation data et je m'occupe aussi de l'offre numérique durable. Alors, c'est un peu, c'est pas performance économique, mais c'est plutôt performance environnementale du SI. Mais on a pas mal de points communs avec Nathalie sur les leviers d'action sur ces sujets. Donc voilà, globalement, voilà. Moi, après, j'ai fait beaucoup de
d'architecture dans le passé, architecture de système d'information, du dev, tout ce qui est data architecture, architecture de données, enfin voilà. Donc ça, c'est un peu mon passif. Et j'ai aussi été pendant 2-3 ans data analyst dans une boîte d'assurance. Voilà. Pour vous faire vite. Alors, je l'ai évoqué, je vais dans la restitution de l'enquête. La data est effectivement au cœur de la problématique de la performance économique IT. Souvent, on est amené à bricoler avec de l'Excel. Quand on n'a pas des ERP suffisamment matures et qui sont encore obsolètes, donc Excel est le meilleur ami du financier. Ce que je voudrais que tu puisses partager avec nous, c'est pourquoi vouloir mettre en place des cockpits de pilotage et autour de la data et la fiabilité de la data. Donc, je te laisse nous faire part de tes convictions à toi. Ok. Alors, pourquoi mettre en place des cockpits de pilotage? J'ai envie de dire que ça va dépendre quand même beaucoup des contextes. Et en fait, c'est la question souvent qu'on se pose pas, enfin, qu'on va pas se poser assez longtemps, et on va très vite aller dans je vais définir mes indicateurs, mes KPI, machin, mais justement, cette question, souvent, on passe pas assez de temps dessus. C'est voilà, vraiment pourquoi je veux faire un cockpit de pilotage, qu'est-ce que je veux changer aujourd'hui. Il y a des bruits, pardon, je suis désolé. Ça. Non, c'est pas grave. Pourquoi je veux, voilà, qu'est-ce que je veux améliorer dans mon pilotage existant? Est-ce que, alors par exemple, le pourquoi, ça peut être j'ai un problème de fiabilité sur mes indicateurs existants. Comme tu disais, j'ai des Excel à droite à gauche. Dans chaque domaine, enfin, je sais pas, côté fournisseur, j'ai des informations qui viennent différemment. Côté dette technique, j'ai d'autres types d'informations qui sont consolidées différemment. Sur mes coûts de data center, j'ai encore d'autres formalisations par exemple, de mes données de coûts. Enfin bref, toutes ces données, déjà le premier truc, ça peut être de dire j'ai besoin d'avoir des indicateurs et des données qui sont plus fiables pour mon pilotage. Parce que j'en ai trop de partout, comme tu dis, voilà, ça peut être une raison. Après, sur le domaine de la perféco, alors je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il y a quand même un sujet qui revient souvent, qui est de dire j'ai beaucoup d'indicateurs de coûts, mais j'ai pas vraiment d'indicateur de valeur. En tout cas, j'ai peu d'indicateurs de valeur. Alors, on va en parler après, je pense que c'est vrai, on va en parler plus longuement juste après, mais voilà, c'est de se dire au final les quatre éléments, on va dire, clés qu'il faut qu'on arrive à sécuriser dans cette affaire-là, c'est voilà, les coûts, mettre en face les coûts de la valeur en face des coûts que je mets, que j'investis. Sur l'IT, c'est pas toujours simple. Après, il y a tout ce qui est prévisionnel réalisé. Il y a être capable aussi de mettre un prévisionnel en face d'un réalisé sur tous mes domaines. Ça, potentiellement, voilà. Donc, peut-être le pourquoi, ça peut être aussi, j'ai pas d'indicateur de valeur. Voilà, j'ai beaucoup de coûts, mais je sais pas ce que la valeur concrète. Alors, je peux donner un exemple. Typiquement, je sais pas si vous investissez sur le workplace, vous avez un coût de run du workplace. Tous les ans qui augmente de plus en plus et qu'au final, votre satisfaction collaborateur diminue à peu près proportionnellement, il y a un problème. Voilà, donc ça, il faut savoir le voir et c'est pour ça qu'il faut aussi ces indicateurs de valeur qui permettent aussi de réévaluer l'efficacité des coûts que que j'investis, quoi. Et ça, c'est quand même, je pense, souvent un point clé d'amélioration. Un autre point qu'on peut citer, ça va être, je suis pas, enfin souvent je suis pas assez agile, quoi. J'ai des données à droite, à gauche, et ça aussi, je pense que voilà, c'est vrai, on va en parler plus dans le détail. Mais j'ai un manque d'agilité parce que j'ai pas la donnée assez fréquemment. En tout cas, j'ai pas la donnée à la bonne fréquence et j'ai pas mes indicateurs à la bonne fréquence. Et donc, je peux pas piloter au rythme dont j'ai envie. Et parfois, je me retrouve, je sais pas, à la fin de l'année, avec trop de budget ou pas assez de budget. Enfin, je sais pas, en fonction des cas. Et j'étais pas, voilà, j'ai pas le niveau de pilotage qu'il faut pour pouvoir prévoir à l'avance un peu la situation. Donc voilà, je pense que ça dépend du contexte et je pense que la question du pourquoi, bah oui, il faut vraiment se la poser quand on lance ce genre de projet et il faut passer du temps à se dire, voilà, quelles sont les décisions aujourd'hui que je prends pas bien ou
ou sur lesquels j'ai pas assez d'informations, j'ai des informations qui sont pas assez fiables pour prendre des bonnes décisions. Enfin, tout ce travail un peu d'introspection, souvent il est trop rapide quand on travaille sur des sujets analytiques, même au global, hein. C'est vrai sur la performance économique, mais c'est vrai sur d'autres sujets. Et je pense que c'est important de bien reposer les problèmes qu'on a voilà. Et souvent sur l'analytique, on a tendance à foncer tête baissée vers des jolis graphes et des jolis indicateurs. Et à la fin, ils sont peu ou pas utilisés. En tout cas, si on ne s'est pas bien posé la question du pourquoi. Donc, voilà. Et la data, effectivement, comme un socle d'aide à la décision. C'est-à-dire que derrière, la data pour la data, pas dans ton terrain, mais c'est la data au service d'une prise de décision, d'une aide à la prise de décision. Ouais, alors là-dessus, tu vois, ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, dans cette phase un peu de pourquoi, je pense qu'il est très important aussi. Là aussi, je vais dire un truc qui est vrai sur la performance économique, mais qui est vrai aussi sur d'autres domaines, c'est de se dire, se poser sur, voilà, j'ai un système d'ensemble à piloter, donc à optimiser, parce que si je le pilote, c'est que je veux l'optimiser. Je suis capable de découper ce système on va dire, en sous-composantes un peu claires, et j'ai formalisé ces composantes. Donc, si je dis que je veux piloter, je peux vous donner un exemple très simple qui n'est pas dans l'IT. Si j'ai un responsable des ventes, lui, il va faire un truc très basique. Il va dire, voilà, je vais piloter ma famille de produits A. Mes produits, je vais les mettre dans une famille, je vais je vais piloter ces produits-là dans une famille A, ces produits-là dans une famille 2, et puis ce projet spécifique, j'ai envie de le suivre dans le détail. Donc voilà, donc ça c'est un peu son architecture de pilotage. Sur la performance économique IT, c'est pareil, c'est-à-dire de bien se poser aussi sur, voilà, j'ai mes coûts fournisseurs, j'ai mon projet, mes investissements, mon projet Move to the Cloud, je sais pas, que j'ai besoin de suivre un peu dans le détail, j'ai besoin de vraiment vérifier que ce que j'ai investi sur le cloud, au final, en termes de coût de run sur le long terme, j'ai bien un gain concret, quoi. Enfin voilà. J'ai d'autres coûts. Enfin bref, cette architecture de pilotage, c'est aussi très important de se poser et de la définir avant de rentrer dans un cockpit, on va dire, détaillé, sans avoir pensé le truc avant, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce qu'on veut voir quand on pilote, c'est quand même ce que j'ai envie de voir, c'est quand mon système est, alors, je dis, dire instable, ou quand il n'est pas, voilà, quand il n'est pas dans un état, on va dire, normal, quoi. Je vous donne un exemple. Typiquement, je sais pas, dans une voiture, vous avez un cockpit, vous voulez savoir quand il y a une roue crevée, vous préférez le savoir, quoi, assez vite, et il faut que ça se voit, enfin, il faut que ça clignote, quoi. Enfin, voilà. Ça, on pourra faire un parallèle avec les data visualisation après, mais voilà. Quand il n'y a plus d'essence, voilà, il faut que je le sache aussi assez vite, quoi. J'ai pas envie de faire le tour 3 fois de ma voiture pour savoir qu'il n'y a plus d'essence, quoi. Enfin, donc ça, c'est pareil, quand on pense à un dashboard ou quand on pense à un système de pilotage, faut vraiment se poser sur, attends, dans quel cas mon système peut être instable ou peut être à risque, d'identifier très clairement ces différents cas et de faire en sorte de faire un système de pilotage qui très rapidement me permette de voir ces choses-là. Je vous donne un exemple. J'ai un écart entre mon réalisé et mon prévisionnel qui est trop important. Bah là, ça peut être un écart qui clignote, entre guillemets, dans mon dashboard, quoi. J'ai un surcoût dans tel projet que je suis dans le détail aujourd'hui, faut que je le vois très vite, quoi. Donc voilà, ces trucs-là, ces instabilités, on va dire potentielles, ça aussi dans la phase de conception et des dashboards, il faut que ça soit très fort, enfin, il faut que ça soit formalisé et il faut proactivement les définir et y réfléchir, quoi. Souvent, là aussi, on a tendance à faire des dashboards, on va dire, très informationnels ou très, voilà, communicants, on va dire. Mais à la fin, pour voir qu'il y a un problème, il faut que, entre guillemets, faut que je me paluche tous les, tous mes 50 dashboards avant de comprendre que j'ai un problème. C'est quand même pas l'idée. Donc voilà, ces points d'instabilité et mettre on va dire des data visualisations, des choses qui pointent très vite, ou alors des architectures un peu descendantes dans mes dashboards, de dire j'ai un dashboard macro qui va me montrer tout de suite si j'ai un problème parce que j'aurais fait le travail d'identifier ces points d'instabilité avant. Voilà, c'est une démarche qui est importante et qui permet d'avoir un système de pilotage efficace
Et derrière, les points d'instabilité, c'est quand même là où on prend des décisions, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, enfin, c'est pas que là, mais en tout cas, quand il y a un système qui est instable, machin, c'est là où j'ai une décision à prendre et vite, quoi. Donc, il faut que ces trucs-là, à minima, remontent très bien et de manière très efficace dans mes systèmes de pilotage. Et sur la performance économique, voilà, je donnais des exemples sur les coûts, Après, je pense qu'il y a d'autres exemples. Je ne sais pas si toi, Nathalie, tu as peut-être d'autres exemples, mais voilà, je vous donne un peu ma... Après, certains diront, on a des ERP qui font ça Ouais. très bien. Si ce n'est que dans la moitié, pour ne pas dire les 3/4 des organisations, là, un ERP, c'est long, enfin, chacun le sait, c'est coûteux et c'est long à mettre en place. Mhm. Dans beaucoup de structures, les ERP sont obsolètes et probablement, dès qu'on en a un nouveau, il est presque déjà obsolète le temps de l'avoir mis, déployé, pensé et réfléchi. Là, l'idée, et c'est la spécificité aussi de l'expertise de la data conjointement avec la performance économique IT, c'est que quelque part, on est en capacité de pouvoir mettre en place des indicateurs, d'aller chercher dans les bases de données, que ce soit sur les engagements, des bases de données comptables, des bases de données de comptabilité analytique. On est capable d'extraire la data, tel qu'on le fait, tel que le contrôleur de gestion le fait classiquement dans ses extracts Excel, mais d'automatiser toute cette partie-là en allant chercher dans des outils très différents l'information que l'on souhaite voir, aller la piqueter et aller la restituer aussi avec la data vis qui va bien, et pour pallier souvent des soucis ou une non-compliance de l'ERP avec des besoins et des attentes en termes de suivi et pilotage et de KPI. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir derrière, c'est que les ERP ne font pas toujours ce que l'on attend d'eux au moment où on en a besoin, et qu'on a la capacité aussi, quand on maîtrise la data, les plateformes, tout ce qui va avec, de pouvoir extraire et faire des choses assez rapidement, d'avoir à monter une gaz non plus. C'est ça que je voulais pouvoir aussi mettre en lumière par rapport à l'expertise data et ce que l'on sait faire. Par rapport à ça, j'ai une question. Oui. Bonjour. Sur peut-être, je ne sais pas à qui particulièrement question ça s'adresse cette question, pardon. Sur les coûts, quels sont aujourd'hui les axes d'analytique majeurs recherchés par les clients? J'entends, je ne sais pas moi, service, projet, également le type de dépense comme un abonnement, une consommation. Ça m'intéresse d'avoir le retour des autres connectés. Je laisse donc la parole à toutes les personnes connectées qui voudraient se manifester et je me permettrai de faire un commentaire le cas échéant. Tu peux enchaîner. Ce que moi j'ai pu relever, c'est qu'aujourd'hui, on est encore sur des organisations qui suivent donc les coûts du run d'un côté et puis les coûts des projets de l'autre. Dans les coûts du run, tout ce qui peut être associé au coût du run, donc avec toute la partie contrat d'infogérance, les recurring costs, les contrats de maintenance et un certain nombre d'autres choses. Et puis de l'autre côté, un suivi un peu spécifique des projets, que ce soit en OPEX et en CAPEX. Donc là, aujourd'hui, en termes de suivi des coûts, on est sur des modèles qui sont plutôt ceux-là, encore et toujours. Et avec de nouveaux operating modèles et puis de nouveaux modèles de coûts qui sont en train d'émerger et qui sont tournés autour de la valeur, la value stream. Et donc, quelque part, on a une approche peut-être un petit peu différente, où quelque part, on désilote de plus en plus. En tout cas, on a tendance à désiloter de plus en plus le split entre le run et les projets. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que dans les équipes de la DSI, très souvent, les équipes sont polyvalentes. Donc, c'est compliqué d'aller dire qu'une équipe, elle est spécifiquement sur le run ou spécifiquement sur les projets. Voilà, donc il y a de nouvelles approches qui sont aussi de migrer vers tout ça et qui apportent un peu de nouveauté. Je ne sais pas si on a répondu à la question et si ça n'est pas le cas, peut-être manifester davantage. Bon, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quand on reçoit une facture, notamment de cloud, qu'est-ce qu'on en fait et quels sont les axes analytiques majeurs dont on a besoin pour pouvoir suivre justement et pouvoir maîtriser ses coûts.
Alors, une fois qu'on a reçu la facture du cloud, il faut pouvoir la comprendre. Être en capacité, donc avec des opérationnels, parce qu'un financier seul à la lecture de la facture du cloud, il peut être perdu. Donc, c'est de pouvoir lire la facture du cloud, comprendre quelle est la consommation qui a été faite, pouvoir se créer un ABAC de référentiel, et puis ensuite, pouvoir splitter par rapport à l'organisation et au mode de gouvernance les coûts de la facture du cloud, là où ils doivent être imputés. Donc, c'est un exercice à part entière, showback, chargeback. Là, il faut pouvoir charger les coûts au bon endroit pour responsabiliser les opérationnels et ensuite être en capacité d'avoir un pilote dans l'avion qui maîtrise donc, son périmètre, et dans son périmètre, il y a les coûts du cloud qu'ils n'avaient pas d'habitude de traiter. Voilà, c'est une nouveauté aussi pour eux. Donc il y a tout un travail pour pouvoir affecter, et typiquement sur l'exemple de la facture du cloud, les coûts au bon projet, à la bonne affaire et avec surtout et souvent le rôle de FinOps dans les entreprises, parce que c'est un sujet transverse, donc il peut être en capacité de pouvoir aussi sensibiliser les opérationnels, leur allouer les coûts et qu'ils puissent ensuite prendre leur bâton de pèlerin pour maîtriser cette facture du cloud qui peut ne pas être une mince affaire. Bonjour à tous. En complément, je voulais rajouter, Lydine, pareil. Ce qui est intéressant lorsqu'on reçoit la facture, c'est aussi mettre en regard en fait l'usage qui a été fait. Souvent, un opérationnel va commander un certain nombre de services avec un certain stockage, un certain volume, et finalement, on se rend compte que l'usage qui est fait n'est pas forcément celui qui a été commandé. Donc, ce qui est intéressant en termes d'optimisation des coûts, c'est de mettre vraiment l'usage en face de cette facture. Je rejoins pleinement. On a encore une question dans le chat. Comment sont pilotés les coûts liés aux activités d'innovation technique par Madame Carole Morefino? Alors, qu'est-ce qu'on met les coûts liés aux innovations techniques? On est sur des projets qui portent des sujets phares de demain. Qu'est-ce qu'on a derrière l'innovation technique? Oui, c'est ça. Bonjour. La question, c'est ça. C'est au niveau de tout ce qui va être, non pas des projets au sens projet client, tout ce qui va être différent du run pur et dur, de maintenance classique et de fonctionnement classique. Donc, c'est tout ce qui va être en lien avec les innovations techniques ou même un maintien dans l'état de l'art de la technologie. Comment est-ce que le sujet est piloté? Est-ce que c'est un périmètre piloté à part entière? Est-ce que c'est noyé dans la masse? Quel est le retour d'expérience là-dessus? Alors, je vais faire part du mien, puis je laisserai la communauté pouvoir s'exprimer. Je n'ai jamais eu de projet de coût d'innovation technique à part entière. Souvent, on est sur un pilotage de projets qui intègrent de l'innovation technique, mais je n'ai pas un projet d'innovation technique à part entière. Et très souvent, dans les projets que moi j'ai été amenée à suivre, à piloter et que j'ai vu chez les clients, on est sur un projet qui est souvent très tourné orientation client et on n'est pas sur un projet d'innovation technique, de R&D ou de choses comme ça. Parce que très souvent, il serait susceptible d'être coté, sauf dans les budgets et dans les arbitrages. Voilà, donc souvent il est raccroché à une orientation client, à un besoin client. Mais peut-être que dans d'autres organisations auxquelles moi je n'ai pas contribué, c'est peut-être le cas et je vous laisse les uns et les autres me faire part de ce qu'il en est. On peut peut-être prolonger, Bernard de Montbrun, donc prolonger ce que dit Carole, en disant on a des cas de figure où on a des patterns techniques, parce que nous sommes plutôt dans la technique, nous, plus que dans la partie contrôle de gestion, etc. Donc, on a des patterns qui sont à créer, qui sont des patterns finalement, et qui génèrent une innovation technique, et on s'aperçoit qu'un seul projet, un seul programme, ne peut pas le porter. Parce que c'est trop lourd, c'est un saut quantique. Et donc, la question se pose pour nous, mais comment portons ces sauts quantiques, même s'ils sont nécessaires pour un projet ou un programme, et pourtant nécessaires pour la collectivité, du fonctionnement du SI, de la progression du SI. Par exemple, ça peut être rentrer dans le CICD, rentrer dans l'événementiel, etc.
que ma question est claire ou pas du tout? Le micro, je suis désolée, vas-y. Ah, le micro était coupé, donc j'exprimerai avec l'image, mais sans le son. Ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, sur ces sujets-là, je n'ai pas rencontré la problématique, mais pour autant, derrière, je comprends qu'on est beaucoup sur des affectations de main-d'œuvre, donc on est beaucoup sur des personnes qui pensent et qui réfléchissent à cette innovation technique. Et donc, quelque part, rien n'empêche, bien évidemment, de pouvoir isoler le coût relatif à ces experts qui travaillent et qui pensent le sujet, pour autant qu'on ait un budget au niveau de la DSI. Ensuite, peut-être qu'il y a un certain nombre d'achats qui sont à affecter par rapport à cette innovation technique ou des prestataires. D'un point de vue purement financier, rien n'empêche effectivement le suivi de ces projets et on est plutôt sur une décision stratégique de DSI de les porter ou de ne pas les porter, de les isoler ou de ne pas les isoler en tant que tel. Je pense qu'on a beaucoup d'entités DSI aujourd'hui qui réservent une partie de leur budget justement sur de la capacité d'industrialisation et d'innovation parce qu'ils considèrent que c'est nécessaire aujourd'hui justement de franchir un palier. Ça rejoint ce que disait Julien tout à l'heure autour de la dette technique, dette fonctionnelle. Comment fait-on pour résorber ces éléments-là et surtout ne pas continuer à la creuser? Et je pense que l'idée étant justement, en termes de pilotage, de se dire qu'on a une partie de ce budget qui est réservé pour ces activités-là et qu'on va ensuite affecter dans les différentes équipes en face d'initiatives technologiques majeures. Et comment c'est fléché d'un point de vue financement? C'est plutôt porté par le BUI ou par une... Pour moi, c'est plutôt porté par le build parce que dans les faits, je regarde en face de la caméra. Merci. C'est plutôt porté dans le build, je pense, en termes de budget parce qu'on est sur des améliorations finalement. Donc, en général, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ce sont plutôt des coûts qui sont portés par le build. Et vous disiez, j'ai une question en retour d'expérience, du coup, de votre part, vous disiez que les clients qui s'y intéressent libèrent une partie du budget. Est-ce qu'on a un retour un peu statistique en pourcentage? Est-ce que ça représente 1% du budget global, 10% du budget global? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine ou alors c'est complètement aléatoire? Alors, je pense que c'est complètement aléatoire et ça dépend aussi de la marge de manœuvre du budget de la DSI. Dans certaines qui sont plus ou moins challengées que d'autres, on peut avoir des cas de figure où on est très proche de zéro. Et puis pour d'autres qui décident d'investir, et c'est une décision stratégique et d'entreprise, d'investir sur l'avenir, on a des pourcentages qui sont sanctuarisés. Mais là encore, sur la loi des statistiques, ça ne doit pas représenter une majeure partie, et typiquement le sujet de la dette technique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est souvent le tas de sable que l'on repousse d'année en année. Donc sanctuariser du budget sur des budgets qui sont hautement challengés, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le risque de ce type de projet innovation technique, c'est qu'à un moment donné, on dise de toute façon, il faut arbitrer et on commencera par arbitrer par ça. Malheureusement, parce que quelque part, on met en péril l'avenir et le futur. Hein. Mais très souvent, j'ai vu des projets se faire péter dans les arbitrages parce que trop avant-gardiste. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai discuté hier avec un client qui me racontait une histoire qu'il avait vécue. Donc, dans cette entreprise-là, ils avaient identifié une équipe, ils avaient monté une équipe spécialisée autour de l'industrialisation, résorption de la dette technique. Et en fait, cette équipe, elle était masquée vue des opérationnels. C'est-à-dire que les opérationnels n'avaient pas connaissance de l'existence de ces développeurs pour justement éviter qu'ils puissent être pris pour travailler sur des sujets plus fonctionnels et opérationnels. Donc, il y a à la fois la gestion des budgets, mais aussi la gestion opérationnelle. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire arbitrer ces initiatives-là? Eh bien, peut-être que soit on les met en surbrillance en disant que c'est vraiment un élément stratégique pour l'entreprise, soit au contraire, on les rend un peu plus difficiles à aller chercher pour pas qu'on puisse se retrouver dans une situation d'arbitrage.
J'ai une dernière question sur le sujet, mais qui accompagne l'intervention que vous venez de faire. C'est par conséquent, comment, et notamment si on considère que c'est du build, hein, comme on le disait tout à l'heure, comment est-ce que derrière on sait présenter dans les entreprises une facture au client? On en parlait en début de présentation, hein, c'est les clés de répartition, les ceci, les cela. Bref, à un moment, il y a un client qui paye. Comment est-ce que, au niveau de ces innovations techniques, cette dette technique, on sait la présenter aux clients dans les entreprises? Alors, on essaie de trouver la clé d'allocation la plus appropriée. Et pour autant, je pense que sur ce sujet, elle n'est pas simple parce qu'elle va servir qui, cette innovation technique? Donc, on n'est pas sur des sujets où on arrive à distinguer clairement la part variable, où finalement c'est quelque part un peu à la consommation, en nombre de PC consommés, en nombre de tickets, en nombre de... Et quelque part, on est sur des coûts souvent assez forfaitaires que l'on alloue et que l'on répartit peut-être de façon avec une clé qui peut paraître pour certains un peu arbitraire, sauf en trouver une qui corresponde à la majeure partie. Il faut trouver la clé et elle n'est pas facile à trouver, je pense, sur ce sujet. Mais la question était sur la clé de répartition ou sur la valeur, enfin montrer la valeur de ces chantiers ou j'ai pas bien compris la question. La question était plutôt sur la valeur et Ouais, effectivement je pense, comment on porte, voilà, par rapport à un projet, on va dire client, métier, hein, comment on porte cette valeur technique. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, le transport réseau qu'on vit, qu'on a vécu entre l'avant-Covid et aujourd'hui, où aujourd'hui, toutes les entreprises savent, enfin, ont augmenté leur bande passante, savent faire des réunions avec 1000 personnes derrière, ce qui était impensable encore dans beaucoup d'entreprises il y a 3 ans. Donc, je comprends que c'est la partie arbitrage par la valeur qui vous pose question. Peut-être que c'est vrai, on peut peut-être passer à la partie budget agilité. Et dans ce cadre-là, c'est vrai, on aura l'occasion probablement d'exprimer des éléments de réponse par rapport à la question que vous vous posez. Allons-y. Pour me présenter rapidement, moi je suis Sérant Legras, je travaille chez Rhapsody Conseil depuis 6 ans, je suis consultant depuis 20 ans, consultant de transformation d'organisation, spécialisé sur l'agilité depuis 2009. On a souhaité ajouter un élément autour de l'agilité dans ce webinaire parce que c'est quand même une évolution assez majeure qui est rencontrée dans la gestion des budgets. Et je voulais commencer ma partie en vous racontant une histoire. C'est l'histoire d'un manager dans une grande entreprise qui va passer 3 mois sur Q4 à préparer son budget. Parce que le budget doit être finalisé pour décembre. Et puis comme dans la plupart des cas, il est en retard comme tous ses pairs, il va passer les 3 mois suivants sur Q1 à ajuster son budget et à arbitrer ses décisions. Et puis, dans le meilleur des cas, il y aura une revue, un ajustement des budgets à mi-année. Et donc, au mois de juin, il va passer tout son mois de juin et tout son mois de juillet à retravailler sur son budget. Potentiellement, apprendre que l'ensemble des budgets de son entité a été coupé de 50% et qu'il doit faire des choix. Ou, dans un autre cas, il n'y aura pas d'arbitrage du tout. Et donc, les budgets sont figés pendant ces 6 mois de travail. Et le résultant, on ne peut plus rien y faire. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, quelle est la valeur finalement de ce temps imparti, de cet investissement en temps réalisé sur la construction des budgets par rapport à la valeur réelle attendue vis-à-vis du client final, tout en sachant que tout ce travail qui est basé sur des estimations et qu'on sait très bien maintenant que la plupart des estimations sont fausses par nature, ou en tout cas incorrectes. Et donc, passer beaucoup de temps pour finalement peu de valeur, eh bien, il y a une réflexion profonde qui est engagée chez beaucoup de nos clients pour fonctionner un peu différemment en termes de gestion de budget pour éviter de perdre tout ce temps-là et d'affecter ce temps-là à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Du coup, une approche intéressante dans la gestion de budget, ça va être au lieu d'affecter du budget à des projets, on va plutôt affecter des budgets à un flux de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux de valeur? C'est l'ensemble des actions qui sont requises pour transformer un produit ou un service
de l'état de matière première jusqu'au client final. Par exemple, quand je suis sur un site e-commerce, le flux de valeur le plus connu, c'est de la commande jusqu'au paiement. Et ça correspond au cycle de vie complet, finalement, du parcours de notre utilisateur, de notre client final. C'est intéressant à double titre. Justement, c'est orienté utilisateur au client final, donc ça nous permet d'avoir une direction par rapport à cet axe-là. Et puis en même temps, ça correspond grosso modo au grand domaine d'activité de l'entreprise, et c'est donc plutôt stable dans le temps. Donc c'est une bonne clé de répartition de budget, puisque ça va être stable dans le temps et on va pouvoir d'année en année continuer à investir sur ces flux de valeur. Alors la différence entre une approche projet et ce qu'on va appeler donc l'approche capacitaire, cette manière d'affecter du budget au flux de valeur. Quand on est dans une approche projet, en gros, on construit des équipes en fonction des besoins ou des initiatives qui sont lancées. L'équipe va délivrer le projet et puis à la fin du projet, on dissout l'équipe et les différents interlocuteurs vont être répartis ensuite dans d'autres équipes projets. Dans une approche capacitaire, on va plutôt construire des équipes stables qui sont orientées sur ces flux de valeur et on va affecter des initiatives à ces équipes. Le plus grand bénéfice étant qu'on a construit une équipe qui est stable dans le temps et vous et moi savez très bien que le fait d'avoir une équipe efficace, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut construire des liens, il faut avoir une matrice de compétences aussi qui se développe à l'intérieur de chacune des équipes. Et donc, c'est un autre bénéfice de cette approche capacitaire, le fait d'avoir des équipes qui sont stables dans le temps et sur lesquelles on peut viser un fort niveau d'efficacité. Ensuite, un autre bénéfice, ça va être de pouvoir découper les besoins de manière beaucoup plus fine pour exploiter la notion d'incrément de valeur, donc la notion incrémentale. On va à la fois découper donc, au niveau des initiatives globales, puis en utilisant la terminologie agile, on va découper en épiques, puis en features ou fonctionnalités, puis en user story ou histoire utilisateur. Et l'objectif, c'est bien à chaque fois, pour chaque niveau de granularité, d'optimiser la livraison de valeur. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour travailler plus sur cette notion de valeur? On va proposer pour chaque initiative, épique ou fonctionnalité, de poser une hypothèse. Donc ça veut dire que, par exemple, si on est dans l'IT, on va avoir un rôle de product owner. Un product owner ou product owner va aller discuter avec les entités métiers pour leur demander, eh bien, finalement, quelle est la valeur qu'ils anticipent par rapport à telle ou telle fonctionnalité nouvelle qu'ils souhaitent développer. Cette valeur, ensuite, elle va conjointement être retranscrite dans un objectif chiffré, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va mesurer une fois que la livraison de la fonctionnalité sera réalisée en production. Donc ça implique qu'à la fois du côté métier, on a prévu un dashboard qui va permettre de montrer cette valeur-là, et donc là on rejoint le sujet que Jean-Baptiste vous présentait tout à l'heure. Et puis d'un côté technique, on va mettre en place les sondes nécessaires pour justement être capable de mesurer l'atteinte de cet objectif. Et donc, une fois qu'on a livré en production et que la fonctionnalité tourne, on va pouvoir regarder finalement l'adéquation du résultat réel par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Et dans tous les cas, il va y avoir un apprentissage, que ça dépasse les attentes ou au contraire que ça soit largement en dessous des attentes. Ça va nous permettre d'apprendre et d'enrichir le système, de comparer finalement le coût réel du delivery de cette fonctionnalité par rapport à la valeur qu'elle a apportée. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer le coût? Eh bien, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, il y a des outils qui permettent de faire de la mesure de time sheeting ou feuille de temps pour avoir des informations justement sur l'implication de chacun sur tel ou tel bloc de fonctionnalité. Donc, on a l'information sur le coût, on a l'information sur la valeur, ou en tout cas sur l'adéquation par rapport à l'objectif réel. Et donc, ça forme un cercle vertueux qui nous permet de lancer cette démarche d'apprentissage en continu et qui permet d'affiner au fur et à mesure notre capacité à poser les bonnes hypothèses, à identifier les bons objectifs. Donc, ce triptyque hypothèse, objectif,
apprentissage, c'est vraiment la clé pour avoir un budget orienté approche capacitaire qui soit le plus efficace possible. J'ai parlé des avantages de l'approche capacitaire. On peut parler aussi de quelques inconvénients de l'approche dite traditionnelle ou de la gestion des budgets traditionnels. Ce que nous, on a constaté très fréquemment chez nos clients, chez plusieurs de nos clients, c'est qu'il y a toujours une capacité à tordre le système. Par exemple, quand on va identifier une matrice de priorité pour prioriser les initiatives, eh bien, il y a toujours des gens qui vont être capables de surestimer la valeur ou de faire en sorte que leur projet soit pris en travaillant un petit peu sur les estimations de valeur. Il y a aussi, et ça joue beaucoup, le poids dans l'organisation de la personne qui fait la demande. Okay, quand on est sur un top manager ou sur le fondateur de l'entreprise, eh bien, c'est compliqué de dire non, même si on considère que le projet n'est pas prioritaire. Si on est sur une approche beaucoup plus orientée sur de la data, eh bien, ça nous permet peut-être de contrer un petit peu cet effet-là. En ce moment, je suis chez un client. Chez ce client, ils ont plutôt une approche projet, donc ils ont des équipes projets qui délivrent les fonctionnalités. Et puis, quand il y a des sujets urgents qui sortent, eh bien, ils vont monter des task force. Et en fait, les task force, c'est quoi? C'est des projets plus qui vont venir piquer les bons profils dans les équipes projets. Le résultat, c'est que maintenant, au lieu de lancer des projets, eh bien, la plupart des directeurs, ils lancent des task force. Et donc, on est arrivé à un cran où tout devient task force et plus rien n'est projet. En fait, on a complètement inversé l'intention de cette notion de task force qui était réservée de la capacité pour des projets critiques. L'autre élément qu'on constate assez fréquemment, c'est la peur de montrer que les objectifs ne sont pas atteints pour surtout ne pas perdre de budget et en corollaire, l'impossibilité d'interrompre un projet qui est en cours ou qui a été lancé sur cette initiative. L'exemple concret, c'est les militaires qui font tourner les jeeps dans la cour de la caserne pour consommer leur budget d'essence pour être sûr que le même budget d'essence va leur être alloué l'année prochaine. Et dans les sociétés qui sont nos clients, donc plutôt côté IT, l'élément marquant, c'est le fameux indicateur PASTEC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'indicateur PASTEC. Moi, je l'ai rencontré dans plusieurs entreprises. L'indicateur PASTEC, en fait, c'est tout est vert autour. Donc, l'affichage, finalement, c'est que tous les indicateurs sont au vert. Et quand on creuse un peu, quand on rentre dans le détail, tout est rouge à l'intérieur. Donc, le meilleur moyen de lutter contre l'indicateur PASTEC, ça va être d'utiliser des KPI qui vont être vraiment très high level, orientés au niveau de ces flux de valeur. Donc, ça va être par exemple un taux de transformation sur un site web, un taux d'acquisition sur du e-commerce, un taux d'utilisation pour une application interne, ce genre de choses, qui vont être finalement non discutables en termes d'indicateurs et qui vont permettre de s'assurer qu'on a bien le niveau de valeur requis. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre finalement pour piloter un budget en mode agile? Vous avez compris que la différence, c'est qu'on ne va pas vraiment piloter le budget, on va plutôt piloter la valeur et simplement affecter des grands blocs de budget pour des flux de valeur qui, eux, vont être assez autonomes dans l'utilisation de ces budgets-là. Donc, évidemment qu'on pilote quand même le budget parce qu'on va faire des arbitrages entre les flux de valeur, mais des flux de valeur dans une entreprise, on en a une dizaine, pas plus, et donc ça permet de passer moins de temps finalement dans des discussions d'arbitrage pour justement aller au bout du sujet. On a une question, excusez-moi, on a une question de Bruno Néré qui dit une grande difficulté dans un groupe est d'assurer une prévisibilité des coûts pour les filiales utilisatrices de l'IT et leur permettre de monter leur propre budget. Le mode agile ne me semble pas permettre d'assurer cette prévisibilité. Alors, en fait, quand on est dans une approche capacitaire, au contraire, la notion de budget est très prévisible puisque finalement, comme je le disais, on va découper en grands blocs qui sont ces flux de valeur et puis on va, de la même manière que on peut le faire dans une approche traditionnelle, affecter un budget global, annuel, à l'ensemble du flux de valeur. Donc, si j'ai mon flux de valeur
order to bill dont on parlait tout à l'heure, de la commande au paiement, eh bien, je sais qu'à ce flux de valeur-là, j'ai un budget IT, j'en sais rien, de 2 millions d'euros. Ça, c'est plutôt stable dans le temps et prévisible. Après, ce qui va changer et fluctuer beaucoup, et c'est là où l'agilité apporte vraiment tout son intérêt, c'est comment est-ce que je vais orienter finalement mes initiatives à l'intérieur de ce flux de valeur pour justement délivrer un maximum de business value dans les initiatives que je vais lancer. Mais concrètement, le budget qui est fixé dans le flux de valeur, il est stable dans le temps et il se répète probablement d'année en année avec parfois des ajustements et des arbitrages en fonction de la priorité donnée à tel ou tel flux de valeur et aussi en fonction de la mesure de la business value générée par le flux de valeur, à savoir quel est l'impact sur mon marché, mon portefeuille de clients, etc. Alors, ce qui se passe souvent dans les organisations qui optent pour cette approche un peu capacitaire, c'est le fait de se dire, finalement, j'ai de la main-d'œuvre interne, mais elle, je la connais et c'est largement prédictif. Et d'un autre côté, qu'est-ce que je vais devoir challenger? C'est sur quoi je vais devoir piloter de façon plus pushy mes coûts, c'est sur la partie coût externe. Donc la partie prestation, après il y a des coûts qui sont non compressibles et donc tous les contrats de maintenance et les licences et un certain nombre d'autres sujets. Mais voilà, dans les approches capacitaires, on a tendance à, plutôt que de vouloir redécouper en petits projets et de vouloir saucissonner les budgets de la DSI, souvent on revient aux fondamentaux en disant j'ai de la main-d'œuvre, mes frais de personnel, je sais les prévoir, donc je sais prévoir dans le temps en fonction des prévisions d'effectifs. Et de l'autre côté, mes coûts externes. Donc, souvent, dans ce type d'approche, on revient à des fondamentaux on évite de redécouper les budgets et on repart sur des budgets peut-être un peu plus macro et moins déclinés. C'est exactement ça. On va construire plutôt des grands blocs de budget et puis derrière, on va affecter ça autour des initiatives. Après, j'ai une question, c'est vrai, parce que dans beaucoup d'organisations, on a tendance encore aujourd'hui à avoir des coûts du run d'un côté, ce qu'on évoquait, et des coûts de build de l'autre. Finalement, est-ce que les coûts du run s'intègrent ou sont intégrables dans cette dynamique de value stream et si oui, comment? Ou est-ce qu'on a des pistes de réflexion? Ou est-ce qu'on se pose encore des questions sur le sujet? Oui, tout à fait. Donc, ma conviction, c'est qu'on peut intégrer une partie des coûts de run dans cette approche capacitaire, pas tous. Typiquement, je pense que les coûts d'infrastructure, les coûts réseau, c'est quelque chose qui est intéressant à piloter en transversal et donc à avoir dans un budget à part. Par contre, ce qu'on constate, donc cette approche capacitaire, vous l'avez compris, elle est très liée à un mode de delivery plutôt agile. Dans les équipes plutôt agiles, on va en général intégrer une partie du run dans les équipes projets ou produits qui vont faire à la fois donc du build et du run, et notamment pour tout ce qui est la couche applicative. Donc, l'objectif étant d'avoir le même niveau d'expérience pour le client, quoi qu'il se passe, que tout se passe bien, et à ce moment-là, donc il n'y a aucun sujet. Et puis, si ça ne se passe pas bien et qu'il y a un bug, eh bien, on veut que ce soit la même équipe qui ait réalisé les développements, qui soit en capacité de corriger ce bug très rapidement. Donc, on intègre systématiquement dans les équipes produits ou les équipes agiles cette capacité à assurer le run de niveau applicatif. Après, au niveau infra. Et donc ça rentre dans le budget lié à cette approche capacitaire. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur cette point-là? Oui, vous alliez continuer votre phrase en parlant des infrastructures. Est-ce que vous pouvez la terminer, votre phrase sur les infrastructures? Non, ce que je disais, c'est qu'il est souvent plus commode et plus facile, on va dire, de découper le run en deux grandes catégories. En fait, le run applicatif d'un côté, donc celui dont je viens de parler, qu'on peut donc désormais ajouter dans cette approche capacitaire. Et puis le run un peu plus infrastructure réseau, pour lequel il est souvent plus commode, en tout cas c'est ce que je constate chez la plupart de mes clients, d'avoir un budget séparé autour de cette commodité ou de ce service qui est proposé en transverse à l'ensemble des équipes de l'entreprise. Donc,
mon observation, c'est qu'on a très souvent un budget découpé en deux autour du run, plutôt côté infra et en transversal, plutôt côté applicatif, et à ce moment-là, intégré dans cette approche capacitaire, cette approche value stream. Ça répond à votre question? Oui. Du coup, j'ai quand même du mal à voir. Enfin, j'arrivais à vous suivre jusque-là, et du coup, j'ai un petit peu de mal à voir la différence. Par conséquent, hein, j'ai un peu de mal à voir la différence avec le modèle, on va dire, actuel de run et build, si ce n'est que sur le build, on comprend que la maintenance applicative est incluse, quoi. Mais le reste, GR, c'est comme avant. Ou je me trompe? Si ce n'est pour les people, parce que très souvent, quand on split les coûts de run et de build, souvent on les split, mais les équipes sont très souvent polyvalentes. Donc on les split de façon artificielle. Et donc là, je pense que l'une des idées, c'est peut-être pas la seule, hein, on est vraiment sur un sujet encore ouvert et sur lesquels on réfléchit beaucoup, mais sur la partie main-d'œuvre, ça a du sens peut-être de ne pas vouloir splitter du temps des équipes entre le run et le build si elles sont polyvalentes. Et donc, typiquement, sur la partie main-d'œuvre, ça a du sens. Et peut-être que sur un certain nombre de contrats et d'achats externes, ça peut en avoir beaucoup moins et on peut ne pas avoir à les intégrer. Le tout, c'est de voir dans quel modèle on envisage de se projeter. Il y a des coûts qui sont des coûts incompressibles et de toute façon, on n'aura pas de marge de manœuvre dessus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se focuser sur des coûts sur lesquels on va pouvoir avoir la mainmise et je pense que c'est une des pistes de réflexion et qui n'a pas de solution unique à date. Et sur cette approche, j'avais une question complémentaire parce que effectivement l'intégration de cette part maintenance applicative qui est délivrée par les mêmes équipes que les projets, ça pose une problématique quand même de priorisation de ces activités par rapport au change et notamment à qui priorise quoi. Puisqu'on a des métiers qui vont avoir tendance à vouloir privilégier un certain nombre d'activités, peut-être au détriment aussi de la bonne maintenance des systèmes, de ne pas générer de la dette technique et de ne pas dégrader à long terme le système d'information. Donc comment une DSI peut se positionner et quels sont les mécanismes de gouvernance qui permettent de gérer ça efficacement dans le temps? Très bonne question. Donc, le rôle clé dans des équipes orientées value stream, équipe produit, équipe agile, hein, c'est le rôle de product owner. Je pense que personne ne découvre ça. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de trouver un bon équilibre entre développer des nouvelles fonctionnalités et s'assurer d'avoir un socle technique ou technologique qui va permettre justement d'accélérer derrière la livraison de valeur. Donc, on rejoint le sujet de la dette que présentait Julien tout à l'heure. Et pour moi, le sujet il est vraiment dans cette recherche d'équilibre. Donc, en termes de moyens pour y parvenir, pour moi, il y a deux choses. Première chose, c'est avoir des product owners qui soient compétents et bien formés, notamment sur cet aspect-là. Donc, ne pas considérer quand on est product owner que seul le client est roi ou le métier est roi et que en fait, cette notion de qualité technique ou technologique, elle est vraiment nécessaire pour réussir quelque chose d'intéressant. Et puis deuxièmement, au niveau de la DSI, on peut piloter des initiatives transverses et notamment fixer quelques guidelines sur de l'utilisation de la capacité dans chacune des équipes. Typiquement, moi j'ai déjà vu des clients chez qui on avait 10% ou 20% du temps qui était réservé au global dans une équipe sur des activités de run. Donc souvent c'est tournant, c'est pas toujours la même personne, c'est pas forcément une personne à plein temps ou une personne dédiée, mais c'est souvent tournant. Mais on a cette capacité qui est réservée. Et comme je le disais, ça se pilote aussi tout à l'heure, je parlais d'outils de time sheeting. Et c'est un outil qui permet justement de piloter ces éléments-là et qui est vraiment très intéressant. Ok, merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. On a un petit peu dépassé. Je vous prie de m'en excuser. C'était un plaisir de pouvoir échanger donc, avec vous sur tous ces sujets. Je ne me voyais pas faire ce webinaire donc, sans toute l'équipe qui est à mes côtés parce que faire un webinaire uniquement sur la performance économique IT, je pense que tout le monde en est convaincu. On serait resté sur notre fin et moi la première. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions, vos échanges. On prendra les questions qui pourraient parvenir par la suite. Sana vous fera parvenir, et elle l'a mis dans le chat, me semble-t-il,
un rôti pour que vous puissiez nous faire part de votre Ritex et de ce que vous avez pensé de ce webinaire. J'espère que vous y avez pris du plaisir. En tout cas, c'était le cas pour moi et avec toute l'équipe ici présente. Et donc, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.